Vespa Velutina, hein, Vespa, hein, c'est pas une marque de scooter, hein, vous avez vu, c'est un frelon qui nous est arrivé donc de Chine en 2004. Et ce frelon, on l'a pris de plein fouet. Donc en 2022, on a vécu une année assez catastrophique. On en a pris des centaines de milliers, mais ils étaient des milliers de milliers. Et voilà ce que ça donne sur des ruches. La région Bretagne, en 2022, a perdu 20% de ses effectifs, c'est-à-dire 15 000 colonies. Et nous, au GDSA, on a perdu 20% de nos adhérents. Tous ceux d'apiculteurs de loisirs qui avaient moins de 5 ruches n'ont actuellement plus de ruches. Donc, c'est un cauchemar pour les abeilles, l'apiculteur, puis aussi la biodiversité. Donc, on voit... il fait un gros gâchis parce que sur les abeilles, il prend que le thorax, hein, il coupe l'abdomen, il coupe la tête. Il n'emmène que le thorax parce que c'est là que se sont les muscles, donc les protéines. Et lorsqu'il est en pression sur les ruches, c'est au mois d'août, mois de septembre, octobre, les colonies sont très fortes et il y a beaucoup de larves à nourrir, donc il a une forte prédation. Par rapport au frelon européen, il est un petit peu plus petit, vous voyez, mais il est vraiment, je vais revenir au début peut-être, il est vraiment noir au milieu, son nom c'est Vespa Velutina nigritorax. Il a les pattes jaunes et il est assez reconnaissable en vol, bon, qu'on n'est pas trop loin bien sûr. Par rapport à notre frelon européen, qui lui, avant 2004, était tout seul en Europe comme frelon. Donc maintenant c'est le deuxième, et puis on a Vespa orientalis, un frelon qui arrive aussi, qui est dans le bassin méditerranéen, mais qui, lui, n'est pas considéré comme espèce invasive parce qu'il existait déjà dans le bassin méditerranéen. Enfin, c'est une histoire de réglementation, tout ça. Donc c'est une invasion massive. Il a une capacité de production, de développement qui est à peu près 200 fois supérieure à celle du frelon européen. Donc on le trouve, essentiellement des nids à la chute des feuilles, voilà, des nids de 1500-2500 bestiaux dedans. On le trouve accroché au toit. 60% c'est dans les arbres et 40% c'est ailleurs. Et quand je dis ailleurs, il n'y a pas de règle. On peut le retrouver vraiment, vraiment partout. Voilà, on en a trouvé dans des coffres électriques. On le trouve dans les haies. Alors ça c'est un problème dans les haies parce que souvent il est à hauteur d'homme et c'est dangereux, hein, c'est un hyménoptère, hein, il pique et il est dangereux pour les agents d'entretien dans les communes et pour les paysagistes entre autres et pour ceux qui organisent des activités de plein air. Souvent dans les journaux, on voit une manifestation sportive qui a été arrêtée parce que les premiers coureurs sont passés, puis après ils ont commencé à se faire piquer, etc. Compliqué. Voilà, ils se cachent aussi un peu dans des ruchettes, voilà. Donc ça c'est un nid primaire, c'est la fin du nid primaire. On en reparlera un petit peu plus loin. Au moment où le nid ne peut plus s'étendre et donc il migre pour faire des nids secondaires, que les nids secondaires qu'on trouve dans les arbres, là, voilà. C'est une prédation sans précédent. Bon, c'est essentiellement sur les insectes, c'est un prédateur généraliste, hein, il s'intéresse à beaucoup d'insectes, mais pas que. Il s'intéresse aussi beaucoup aux fruitiers, aux cultures. Il s'intéresse aux étals de poissonniers, aux terrasses de restaurants, etc. Donc, en fait, il concerne pratiquement tout le monde. C'est une des chances qu'on a d'ailleurs pour lutter contre le frelon. On va pouvoir s'y mettre à beaucoup de professions. Alors, une infestation rapide. Donc, il est arrivé là en 2004 dans un conteneur de poterie chinoise. Une fondatrice, une seule, parce qu'on analyse l'ADN régulièrement et c'est toujours le même ADN. Donc voilà, vous voyez, il a envahi 2020, 2021, et puis il arrive chez vous maintenant. Donc en 20 ans, il a colonisé tout le Portugal, il est au nord de l'Espagne, puis maintenant il est en Angleterre. Donc évidemment on le transporte, hein. C'est pas lui qui va en volant, on le transporte dans des camions, on le transporte dans des containers. Et donc là vous êtes là, hein, donc il est arrivé là. Donc voilà, c'est le problème un petit peu des échanges commerciaux, hein. En quelques semaines de containers, on efface quelques millénaires d'autorégulation entre les espèces.
Ça se passe ainsi, donc vous êtes peut-être au courant du petit coléoptère là, qui est à l'île de la Réunion en ce moment, territoire français, il y a un avion par jour, hein, donc bon, voilà, on se prépare. D'autres infestations, hein, les écrevisses rouges qui détruisent tout le marais poitevin, là, la punaise diabolique, hein, un insecte suceur sur les arbres. Voilà le Vespa orientalis, là, qui est dans le sud de la France maintenant. Et puis j'ai mis la punaise de lit, ça a dû parler. Non, pardon, la fourmi de feu, voilà, une espèce aussi invasive. Donc le frelon européen, il a été classé 3E, espèce exotique envahissante, et l'Union européenne a demandé aux États-nations d'engager la lutte contre cet insecte. C'est une première, c'est sans précédent. Il y a 65 espèces exotiques envahissantes, c'est essentiellement des plantes, des crustacés, écureuils, écrevisses, etc. C'est la première fois qu'on demande de lutter contre un insecte. Donc pour vous situer où nous sommes, les Côtes d'Armor, on est complètement à l'ouest de l'Europe, on est là. Et donc c'est là qu'on a mis en place une stratégie qu'on appelle le PPF. Alors la Bretagne, c'est à peu près 2/3 de la Suisse. Voilà, la Bretagne, c'est ça. Et Charlie vous l'a dit, c'est le village de petits bonhommes. On est habitué à la lutte, donc on s'est mobilisé. Donc ce qu'on a mis en place, le PPF, piégeage de printemps des fondatrices, on devrait dire plutôt piégeage de sortie d'hiver des fondatrices. Enfin bon, on a trouvé ça plus simple. En 2022, on est allé voir une association qui s'appelle l'Association des maires de France, l'AMF, du 22. On est allé voir le président, puis on lui a fait part de ce ravageur. Et pour la première année, on a 160 communes en jaune qui ont rejoint le dispositif. Alors je ne vais pas dire que c'est une première nationale, mais il n'y a qu'actuellement 2 départements en France qui ont mis cette stratégie en place. Donc en jaune, c'était les communes en 2023, en vert, en 2024, les communes qui rejoignent le dispositif. En orange, c'est quelques communes qui nous ont copié, mais dont on n'a pas les remontées. Enfin, vous voyez, sur le département, on arrive à peu près à 200 communes sur 348 qui ont adhéré au dispositif. Alors GDSA 22, groupement de défense sanitaire des abeilles, hein, on est une association de bénévoles. On avait 650 adhérents, mais on en a perdu 20%, comme je vous disais, puis on a perdu 20% des 9000 ruches aussi à cause du frelon. Compliqué. On a une mission de veille sanitaire, bonne pratique apicole, information, puis formation. Donc on communique. Et on est en relation avec les différents services de l'État qui sont en charge administrativement de cette problématique. Alors le but, c'est un déséquilibre de la biodiversité sans précédent. Biodiversité, tout le monde a entendu parler de ce mot. Encore faut-il savoir ce qu'il y a derrière. C'est un petit monde qui est à partir de nos jardins, petit monde qui rampe, qui grouille, qui vole. Ce sont des régulateurs, ce sont des nettoyeurs, ce sont des prédateurs, c'est aussi des bols alimentaires pour les autres insectivores, par exemple, etc. C'est un redoutable ravageur, on l'a dit, il dérègle la biodiversité. L'entomofaune, c'est la faune locale. Et c'est un danger pour les humains. La ville de Rennes, qui est une grande ville en Bretagne, l'an dernier, 60 cyclistes ont été pris en charge par les services hospitaliers parce que ils se tapent des frelons en roulant en ville, quoi, embêtant. Expansion massive, il impacte les activités de plein air, les productions agricoles. On a un chiffre concernant la production de pommes, on produit beaucoup de pommes en Bretagne. Les professionnels perdent à peu près 30% de leur récolte. Quand vous récoltez 100 tonnes de pommes, vous en perdez 30 tonnes. Donc ça fait mal. Et je ne parle pas de... On a aussi des figuiers, maintenant on ne mange plus de figues, ils sont sur les raisins, sur les vignes, enfin, ils sont partout, ils cherchent du glucose, bien sûr. Et puis on va dessiner les abeilles. Donc sur 4 ans, 2018-2021, on a détruit en Bretagne 66 540 nids. Mais nos scientifiques nous disent qu'on n'en voit que 1 sur 5. Donc il y en avait 300 000 et quelques. Les collectivités ont dépensé plus de 6 millions d'euros dans la destruction des nids. On sait maintenant, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien de détruire des nids, mais on sait que ce n'est pas ça qui empêche son expansion. Ça ne la ralentit pas du tout. Plus on détruit de nids, plus il y a de nids. Alors une prédation, après, si on est de l'ordre de 0,15 g par insecte, une moyenne, ce sont des milliards d'insectes qui ont été prédatés. Donc compliqué.
Un seul nid, c'est une prédation de 150 000 insectes de 300 espèces différentes, c'est-à-dire 11,5 kg d'insectes. Et d'un nid, alors cette espèce est suivie par le MNHN, le Muséum national d'histoire naturelle, et donc les scientifiques nous disent que d'un nid, il peut émerger de 500 à 1500 futures fondatrices, d'un seul nid. Heureusement, il y a des systèmes de régulation, on va en parler, qui font qu'on n'a pas 500 à 1500 futurs nids l'année N+1. Dans sa saison, le frelon asiatique, la colonie ne dure qu'une saison. Dans sa saison, il passera entre 13 000 et 15 000 frelons par nid, donc un élevage de larves conséquent, donc des besoins énormes. Ce frelon, c'est pas comme les abeilles, il ne fait pas de stock, donc tous les jours, il doit aller chercher la pitance pour nourrir ses larves, etc. C'est un danger qui peut être mortel à moins de 5 mètres. Si vous vous faites piquer par des frelons, c'est que vous serez à moins de 5 mètres du nid, vous n'aurez pas vu le nid, mais eux, ils vous auront vu. Et le frelon asiatique, ça vole en escadrille, donc ça ne sera pas une seule piqûre. Je prends l'exemple de l'Idaho à Glo, là, la progression du frelon, 2021, 460 nids détruits, 2022, 1200 nids, facteur 3. Et c'est pour ça qu'en 2023, nous, on a mis en place cette opération, les opérations du biaisage de printemps des fondatrices. Donc, en automne, vers le 15 octobre, les futures fondatrices quittent leur nid et vont vivre leur vie indépendamment de la colonie. Elles vont chercher des petites cages pour l'hiver et lorsque le froid va arriver, elles vont se mettre, essentiellement c'est dans du bois un peu en décomposition, des souches un petit peu pourries. Petit exemple, à côté de chez moi, dans un bosquet, avec des enfants, on s'amuse à éclater des souches. En un quart d'heure, sur 3 souches, on a trouvé 17 fondatrices qui étaient en hibernation. On en trouve plus que les champignons. Donc, c'est la mauvaise saison. Nous sommes là, janvier, février. Cette biodiversité, cette espèce attend l'arrivée des beaux jours. La chance qu'on a, c'est que c'est une des premières espèces à sortir de l'hiver. Et c'est là qu'on va l'attendre. Donc il faut une bonne semaine de température entre 13 et 14 degrés l'après-midi. Vraiment un beau coup de chaud sur plusieurs jours pour qu'elle commence à sortir. Les premières sorties, ça sera des sorties où elle va chercher du glucose, de ravitaillement pour se refaire une santé après ces longues semaines d'hibernation. Donc elle va vaquer, donc on peut la rencontrer. Et puis, les nuits sont encore froides, elle retourne dans sa cache et elle commencera son nid primaire quand vraiment il y aura un redout qui va durer un petit peu de temps. Et elle va commencer son nid primaire toute seule, à faire sa petite boule de ping-pong qui deviendra boule de baseball. Voilà, donc le nid primaire. Alors, toujours à l'abri, niche de chien, cabane d'enfants, cabane de jardin, boîte à lettres... toujours dans un endroit en abri, un endroit tranquille et surtout sans courant d'air. Et c'est donc, moi personnellement, je mets un piège Vetopharmal, un bol, dans un cabanon de jardin et c'est là que j'en prends le plus. Donc le piégeage de printemps des fondatrices, on sait maintenant que la destruction, ça ne fonctionne pas. Et on sait que dans certains endroits de France, il y a eu des groupes d'apiculteurs qui ont mis en place cette stratégie. Comme je vous le disais, l'espèce qui sort de l'hiver en premier, et on l'attend. C'est une méthode très simple, il suffit de poser un piège au bon endroit avec le bon appât. C'est la fondatrice qui vient s'alimenter au piège. Donc c'est elle qui va venir dans le guet-apens que vous lui tendez. Une méthode économique, une campagne de piégeage sur une commune... c'est à peu près 300 à 500 €, c'est l'achat des pièges, c'est l'appât, etc. Et une méthode très efficace, parce qu'on sait maintenant que sur les territoires où ça a été bien piégé au printemps, les fondatrices, on a un nombre de nids qui a bien baissé. On s'engage sur 3 ans, il y a 3 objectifs. Le premier, c'est enrayer son développement, son infestation. La deuxième année, c'est baisser considérablement le nombre de nids. Et la troisième année, c'est encore baisser sa présence pour que ça devienne confortable pour l'apiculture, pour l'arboriculture, pour les activités de plein air, etc. Et après, il faudra pérenniser cette action parce qu'il y a des apiculteurs dans la salle. Le frelon asiatique, c'est comme le varroa, on va vivre avec. On n'a jamais éradiqué une espèce invasive, vous le savez.
Par contre, avec certains moyens, on sait diminuer la pression. Alors les enjeux, c'est de la prévention. Vous savez que bien souvent la prévention, c'est plus efficace et moins dispendieux d'argent. Les enjeux, empêcher l'implantation du nouveau-nid, bien sûr, diminuer le danger pour les humains, paysagistes, agriculteurs, loisirs extérieurs, économiser de l'argent public, parce que 6 millions d'euros dépensés dans la destruction des nids, c'est autant ouvrir la fenêtre et les jeter. Hein, ça n'a pas servi contre cet envahisseur. Puis préserver les productions fruitières, semencières, il adore le raisin, il adore les pommes, hein, comme je vous ai dit, les poires, etc. Donc le piégeage printemps des fondatrices, il faut du monde sur le terrain, il faut beaucoup d'acteurs. Alors notre stratégie, c'était de former un groupe de piégeurs sur la terre de la commune, le citoyen. On ne s'adresse pas aux apiculteurs. On sait que si on n'est que nous seuls à se battre contre ce fléau, on n'y arrivera pas, on n'est pas assez nombreux. Et comme ça concerne tout le monde, on va dans les communes, on fait une réunion publique comme là aujourd'hui, et on propose donc à des gens de rejoindre un groupe de piégeurs avec un référent sur la commune. Et donc on va gérer, nous, ces référents qui, eux, vont gérer leur groupe de piégeurs. Le référent, ça devient un peu le chef d'équipe d'un groupe de piégeurs. Il y a une période de piégeage. Pour la Bretagne, ça a été décidé 15 février, fin avril, c'est-à-dire à peu près 10 semaines, 2 mois et demi. Mais dans cette période de piégeage, il y a une fenêtre de capture ciblée. Ça, c'est le fondamental de notre opération. Une fenêtre de capture de ciblée glissant de 4 à 6 semaines selon la météo. Par exemple, en 2022, on avait pris les premières fondatrices le 25 février et en 2023, on les a pris le 30 mars. Vous voyez, il y avait un gros décalage. Donc cette fenêtre de capture ciblée, on a un réseau Sentinelle, nous, sur tout le département des Côtes-d'Armor, et on commence à prendre les premières fondatrices, et là, on se dit, il est urgent d'attendre. Pendant une dizaine de jours, cette espèce va un peu s'auto-détruire entre elles. Je vous avais parlé qu'il y a à peu près 500 à 1500 futures fondatrices qui sortent d'un nid, mais il va y avoir une lutte de territoire terrible, et donc il y en a beaucoup qui vont s'auto-éliminer. Donc on attend une dizaine de jours tranquillement, puisque entre le moment où la fondatrice va construire son nid et le moment où les premières ouvrières qu'elle va élever vont sortir, on a 43 jours. Donc nous, on cible une fenêtre de capture de à peu près 20 à 30 jours seulement. Et donc, encore une fois, en fonction de la météo. Et donc, 2023, elles sont sorties le 30 mars, on les a laissées se batailler, et on a sorti nos pièges le 10 avril, et au week-end de Pâques, on a rempli des pièges, enfin rempli, j'exagère, on a pris 15, 20, 25 fondatrices par piège. Donc voilà, c'est sur une période très courte. Et donc cette période, cette fenêtre de capture, elle continue, et on commence à avoir un peu de dommage collatéral dans nos pièges. Et à ce moment-là, ça correspond à peu près aux 43 jours, et à ce moment-là, on fait stop, fin de capture des fondatrices, parce que d'autres espèces d'insectes sortent à leur tour de l'hiver. Et on veut protéger nos abeilles, mais aussi on veut protéger la biodiversité. Parce que vous savez qu'elle est en train de s'effondrer par nos activités anthropiques et qu'il en reste à peine 20% de cette biodiversité en question. Donc on s'inscrit un peu dans cette démarche-là, protéger un petit peu tout ce petit monde. Et ça sert à rien, alors qu'on est piégeur, les piégeurs nous remontent, je prends encore des frelons, il y en a encore beaucoup, etc. On leur dit non, arrêtez, c'est plus la fondatrice, maintenant ce sont les ouvrières, ça ne sert plus à rien, c'est fini. Alors il faut savoir que c'est toujours en relation avec la commune qu'on fait ça, et les pièges sont prêtés aux piégeurs avec une feuille de gestion. Et donc à la fin de la fenêtre de capture, le piégeur ramène son piège en mairie avec la feuille de gestion, et c'est terminé pour l'année. On ne cautionne pas les pièges bricolés, les pièges bouteilles, les pièges individuels. De toute façon, le piégeage individuel, ça ne sert à rien. C'est vraiment du piégeage collectif. Il faut que tout le monde s'y mette. Donc c'est une lutte collective. La commune sait ce qui se passe sur son territoire. Elle connaît son groupe de piégeurs. Chaque fois qu'on distribue un piège,
il y a l'adresse mail et on sait où est le piège sur le territoire de la commune. Et la commune établit une cartographie avec l'emplacement des piégeurs, sachant que aussi on est plus efficace lorsqu'on piège dans un rayon de 50 mètres par rapport à un nid détruit l'an passé ou un nid repéré non détruit. Parce qu'on a des insectiseurs qui détruisent les nids avec des perches, on arrive à 23 mètres avec des perches, à condition que l'on est dans des situations qui permettent que la perche soit la verticale, monte tout droit. Dès qu'il y a un peu déclinaison, le insectiseur ne peut plus intervenir. Donc il y a beaucoup de nids repérés non détruits. Notamment, on en repère beaucoup à la chute des feuilles. Il a une capacité de dissimulation extraordinaire, ce bestiau. On peut vivre tout l'été avec un nid accroché dans l'arbre au fond de son jardin sans s'en apercevoir. L'exemple où je vis, moi, une petite commune à Saint-Jacques-de-la-Mer, on a détruit 37 nids. À la chute des feuilles, on en a retrouvé 43. Donc vous voyez, le problème, il semble d'une discrétion assez impressionnante. Donc voilà notre organisation. Donc on informe avec notre réseau Sentinelle, on a le top départ, le début de la campagne et la fin, le stop capture des fondatrices. Donc nous sommes des bénévoles dans l'association, nous sommes une quinzaine à parcourir les communes du département en ce moment, là, c'est la période. Donc on anime des réunions, on forme les piégeurs, on distribue de la formation et de l'information. Parce que le piège, c'est l'outil, il faut savoir s'en servir. Un mauvais piège avec une bonne méthode, on prendra des fondatrices. Mais un bon piège avec une mauvaise méthode, on fera beaucoup de dégâts. Et ça nous, on ne veut pas. On assure le suivi des piégeurs. Pendant la fenêtre de capture, chaque semaine, on envoie un flash info d'information. Voilà ce qui se passe sur tel coin du territoire. Parce qu'il y a même un département, entre le sud et le nord du département, l'est et l'ouest, il y a des petites différences. Donc, on envoie de l'information en permanence. À partir du moment où on a un groupe de piégeurs, on ne le lâche pas. Et donc après, on exploite les fiches de comptage et on assure la restitution à la communauté, notamment à des organisations naturalistes qui sont des fois un peu critiques sur le piégeage, et à raison, parce que si le piégeage est mal fait, on va rajouter encore une couche à cette biodiversité fragilisée. Donc on doit rendre des comptes à toutes ces administrations. La commune, elle signe une convention de partenariat, elle fournit les adresses des pièges, elle fournit l'achat, elle finance l'achat des pièges et des appâts, et elle centralise la récupération des données. Ça, c'est le côté le plus difficile de l'opération, avoir les remontées des chiffres. Et puis les piégeurs, ils signent une fiche d'engagement, ils posent et surveillent leurs pièges, recueillent les données, etc. Il faut savoir que dans la fenêtre de capture, il y aura un cycle de 3 changements d'appât. Pour 4 à 6 semaines, on ne peut pas laisser l'appât pendant tout ce temps, il va perdre de son appétence, donc il faut le renouveler. Il faut renouveler avec des frelons dedans. Donc nous, on a choisi le piège V-Pack Catch. C'est pas un piège sélectif. Un piège sélectif à 100%, ça n'existe pas. Mais c'est l'un des plus efficaces, encore une fois, avec la méthode. L'appât Vitopharma, c'est un appât à base de plantes, ce n'est pas un insecticide. Vous pouvez vous sucer les doigts avec la solution, c'est absolument pas toxique. Le piège est réutilisable. Il y avait une première série qui était fragilisée, mais bon voilà, c'était une série qui était fabriquée en Asie. Maintenant, elles sont fabriquées en France. Cocorico, ils sont beaucoup plus solides et on s'en resserre. Et puis il est économique parce que nous, on les achète à 3,50 €. Avec l'appât, ça revient à un piège à 5 €. Donc on met 100 pièges sur une commune, c'est 500 €. 500 €, c'est la destruction de 4 nids. Beaucoup de communes ont arrêté de détruire les nids de frelons en 2022 parce que dépenser 10 000, 15 000 €, 1 euro, c'est à peu près un franc suisse, c'est ça? Oui. Pour des petites communes, c'est des sommes conséquentes. Et surtout que maintenant, ils savent que ça ne sert à rien. Donc la fondatrice a mis en piège. Alors en Bretagne, on a des Camellia japonica. C'est une fleur qui sécrète un nectar que la fondatrice aime beaucoup. Et on ne voit pas tellement d'autres espèces sur les Camellia japonica. Voilà un petit nid primaire. Elle est toute seule dans son nid, là. Je crois que... Voilà, pardon. Donc, voilà ce que ça donne. Dans le bol, voilà, on a des fondatrices. On a malheureusement quelques mouches, là. Dommage collatéral. Pendant une
pendant le piégeage de printemps, dans la fenêtre de capture, on a fait une étude précise, on a à peu près une moyenne de 700 grammes de frelons asiatiques et 100 grammes d'autres insectes. 700 grammes de frelons asiatiques, ça représente à peu près 1000 fondatrices, c'est-à-dire éventuellement 1000 futurs nids, qui donc auront prédaté, si elles avaient été en liberté, à peu près 12 tonnes d'insectes. Donc par rapport à notre dommage collatéral de 110 grammes, on s'estime quand même pas trop mal. Alors qu'en piégé, la météo est un acteur essentiel dans le PPF, c'est elle qui nous fait le calendrier. Cette année, c'est pas encore parti, on est encore en attente parce qu'en Bretagne on a pris énormément de pluie, on a beaucoup de vent, puis des températures fraîches, froides. Moi personnellement, j'ai pu ouvrir que 2 fois 2 heures mes ruches pour le moment, là on est au 15 mars. La fondatrice est en stand-by, elle est encore dans son hibernation. Alors, où piéger? Eh bien, avec ce qu'on emploie, nous, on choisit un emplacement au soleil le matin, parce que le piège Vespa Catch, il a son couvercle noir, là, avec les rayons du soleil. Ça permet de chauffer un peu la solution, la lapin, et donc il exhale beaucoup plus. Très important à l'abri des courants d'air, ça c'est fondamental. Un piège accroché à une branche dans le jardin, s'il y a du vent, vous ne prendrez rien du tout. À proximité des anciens nids, quand on peut, dans un rayon de 50 mètres, il y a un certain nombre de fondatrices qui se sont mises en hibernation, là. Puis en hauteur, piège suspendu à une branche, dans un coin abrité, ça marche pas mal. Et comme je vous disais aussi, on peut mettre le piège dans le cabanon ouvert, ça marche très bien aussi. Et puis si on prend rien dans le piège pendant la première semaine de la fenêtre de capture, on change le piège d'endroit, on trouve un endroit un peu meilleur. Alors, entretenir le piège, nous on part sur une période de 6 à 10 jours avec l'appât. Alors, la photo là, c'est pas la bonne photo, ça c'est dans la ruchée à l'automne. Généralement dans le piège, on a 4-5 fondatrices, pas plus. Je rassure les gens qui ont un petit peu peur des insectes, là, les insectophobes, on n'a pas ça. Donc on se retrouve avec des pièges garnis de quelques fondatrices pour changer l'appât sans se faire piquer par ces insectes qui, si ils ont les ailes mouillées, ils sont encore vivants. On le met au congélateur. Alors ça c'est une technique d'apiculteur, 30 minutes, voilà, parce que ça ne fait pas trop peur les insectes et ça endort le frelon, puis ça permet de le remettre dans le piège une fois l'appât renouvelé. Les phéromones que dégagent les frelons attirent les autres frelons, quoi. Mais sinon, une nuit au congélateur et puis les frelons sont rectifiés et on peut donc renouveler l'appât et le remettre en position dans son jardin, dans son cabanon, etc. On rase pas le bol du piège, on le nettoie surtout pas, on garde ses bonnes odeurs d'appât et d'insectes dedans, puis on le repositionne. Alors, on demande de réaliser un comptage après, s'effectue à chaque changement du piège. Cette stratégie, elle est vraiment gérée. Le piège n'est pas abandonné. Quand le frelon est arrivé, on a fait comme tout le monde, on a acheté des centaines de pièges, on a fait de la distribution de pièges, horreur. On a retrouvé des pièges accrochés après les branches 1 mois, 2 mois plus tard, avec une espèce de bouillie infâme là-dedans. On a été très mauvais. Donc c'est pour ça que maintenant les pièges on les prête et on les gère, c'est très important. Et ils sont ramenés, comme je vous ai dit. Donc piéger le frelon asiatique, c'est l'affaire de tout le monde, parce que maintenant on le rencontre, comme je vous ai déjà dit, on le rencontre partout. Donc ça commence comme ça, elle sort de l'hiver, elle est toute seule, elle commence son petit nid primaire, là, elle va être seule pendant 43 jours, donc gros travail, il faut qu'elle s'alimente, il faut qu'elle aille chercher de la cellulose, il faut qu'elle chauffe la petite boule de ping-pong pour que les larves puissent se développer, devenir nymphes puis insectes. Donc elle est quand même assez vulnérable, donc c'est pour ça qu'en lui mettant un piège avec de l'appât glucosique qui permet un peu de l'alimenter, mais elle n'en sortira pas. Donc on retrouve dans les arbres ces gros nids, là, souvent la chute des feuilles, 1500, 2000, 2500 individus dedans. La reine de la colonie, elle va mourir vers le 15 août, septembre. Toujours difficile à donner une date précise, on donne une fourchette.
elle va mourir, donc il n'y aura pas de renouvellement générationnel après, donc c'est pour ça que la colonie va s'effondrer. Mais on retrouve encore des nids habités au 1er janvier. On a eu une tempête Ciarán un peu sérieuse le 1er novembre, là, on a eu des vents de 180-200 km/h enregistrés en Finistère. Beaucoup de nids sont tombés, et avec des nids, mais encore habités. Et un nombre certain de chasseurs se sont fait piquer parce que les chiens viennent renifler le nid. Et ils retournent en courant après s'être fait piquer vers le chasseur qui lui se fait piquer. Enfin, voyez. Donc attention, méfiance, hein, on ne touche jamais un nid même tombé à terre. Donc pour éviter ça, hein, ça coûte 130-150 € l'intervention. Ça se passe tard en saison, donc le mâle, la prédation, tout ça, ça a été fait en amont. Pour éviter d'avoir à aller chercher une nacelle qui a un coût prohibitif pour détruire des nids qui ne servent pas à grand chose, eh bien, on fait du préventif en amont. C'est 3 fois 5 minutes pour 7 €. Et donc, c'est la solution qu'on a trouvée pour enrayer vraiment cette infestation. Et on sait un peu que ça marche quand même. Parce que, bon, voilà, je vous donne quelques résultats d'une campagne de frelons. Vous voyez, on fait des beaux tableaux, on fait des beaux camemberts. Voilà des communes. On a 124 communes qui nous ont envoyé les résultats sur 180. Comme je vous le disais, hein, le plus dur, c'est d'aller à la pêche aux résultats. Mais ces 124 communes ont pris 101 075 fondatrices. Et sur ces secteurs bien piégés, on trouve que nous, apiculteurs, nos abeilles à l'automne ont pu aller butiner sur le lierre, engranger des provisions et élever leurs abeilles d'hiver. Parce que la prédation de frelons, le stress que provoque le frelon devant les ruches, fige la colonie et elle n'élève plus ses abeilles d'hiver. Donc vous comprendrez que les ruches s'effondrent. Il n'y a pas que la prédation qui est un problème pour les abeilles. Et puis on fait des petits comptes, hein, prise de frelons électriques, prise de frelons européens. Alors les frelons européens, ils sont pris à la dernière semaine quand le piégeur ne respecte pas le stop fin de capture. Ça, il faut le savoir, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup. Donc le nombre de piégeurs sur le terrain, 124 communes, on avait 4620 piégeurs. Donc avec les communes qui ne nous ont pas remonté des informations, je pense qu'on était plutôt à 6500. Et on n'a pas les remontées d'organisations qui piègent dans leur coin, qui nous ont imité dans le protocole, etc. Donc sur le département, combien de fondatrices, je ne sais pas, 130 000, 150 000 piégées. Ce qu'on sait, c'est qu'on leur a mis quand même à beaucoup. Donc voilà. Alors, il y a différentes techniques, vous voyez. Par exemple, l'automne, on passe les après-midi à faire la raquette de badminton devant les ruches. Donc, on invite les copains. Le premier qui arrive à 200, il a droit à un verre d'hydromel. Et en 2022, on a passé 5 mois comme ça, tous les après-midi. C'est chronophage. Et en chemisette, en t-shirt, on ne s'est jamais fait piquer pendant 5 mois. Bon, 2022, c'était le cauchemar. Oui, vous voyez, on en a pris, comme je disais, des centaines de milliers, mais ça n'a pas suffi. Donc voilà les pièges. Alors, il y a des apiculteurs dans la salle. On a une autre stratégie, hein, c'est le piégeage dans les ruchers. Maintenant, on piège toute l'année, hein, pendant 7 mois. Les pièges, il faut les mettre là où vous voyez les frelons. On voit beaucoup d'apiculteurs qui accrochent les pièges dans les branches derrière. Alors, ils ont tout. Papillons de jour, papillons de nuit, mouches, guêpes, même abeilles, sauf des frelons, parce qu'ils ne sont pas là. Les frelons, ils sont en bas, là, au niveau, là, devant, et en bas, ils se mettent souvent sous les ruches, en guet-apens, en stationnaire. Vous avez vu qu'ils font du géostationnaire, c'est assez remarquable. Ils peuvent rester 1 minute, comme ça, sans bouger, en stationnaire. Et donc, en bas, on arrive à avoir 99% de sélectivité, en piégeant comme ça. Donc on utilise beaucoup, nous, dans les ruchers, le piège qui est ici, là, qui est agréé par le plan national de lutte contre le frelon, parce que maintenant on a un grand plan national avec des comités de pilotage, etc.
Ce piège-là, on les met là entre les ruches, carrément, ou un petit peu en bas devant. La particularité de ces pièges, ce sont des entonnoirs qui sont calibrés. Les petits insectes rentrent mais peuvent ressortir et les gros insectes ne rentrent pas. Il est vraiment calibré frelon asiatique. Les trous, c'est 5 mm 5. Qu'est-ce que je peux dire sur les pièges? Ce qui a été homologué aussi, c'est le piège coréen à oreille. Lui, il marche très bien. Et puis on a d'autres pièges, le Jabeprod, là ce sont des caisses. Enfin, le principe c'est des entonnoirs. Alors après ce principe d'entonnoir il a été repris par beaucoup de gens, il y a l'ornetin, bon, c'est toujours à peu près la même chose. En ce moment, chaque semaine, on a un éminent géo trouve tout qui nous sort le piège sélectif, etc. Bon, le piège encore une fois c'est l'outil, il faut avoir la méthode pour l'employer. C'est assez simple mais il faut juste la connaître. Voilà, donc j'ai fini l'exposé. Merci de faire attention à la biodiversité. Là, elle est en train de prendre une bonne claque. Donc, elle a besoin de vous. Merci à vous. Ah, il va vraiment partout, il n'a vraiment pas de règles. Alors, il y a quelques règles pour la fondatrice pour faire son nid primaire, c'est à l'abri. Toujours... jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de nid primaire dans les buissons, mais peut-être qu'on en a loupé. Par contre, on en a trouvé beaucoup. Nous, Bretagne, la côte, un territoire de résilience secondaire, donc un territoire abandonné 10 mois par an. Il y a des niches, il y a des cabanes d'enfants, des choses comme ça. Et au mois de juillet, quand ils ouvrent les maisons, ils découvrent le ballon de basket, parce que le nid primaire, il commence par une boule de ping-pong, mais il finit par un ballon de basket. Et avec 150-200 individus dedans. Et c'est à ce moment-là, il ne peut plus l'étendre en niveau construction, c'est à ce moment-là qu'il migre pour faire son nid secondaire. Donc il n'y a pas de règle, carcasse de voiture, un casque de moto, une poubelle, les coffres de volets, ça leur plaît bien aussi, les nichoirs à mésanges. On n'a plus beaucoup de mésanges, on a encore les nichoirs, et la fondatrice s'installe dedans, quoi. Donc, alors le biotope, ce qu'elle a besoin, c'est de se nourrir. Donc vous, dans le Valais, là, avec la plaine que vous avez, là c'est royal, tout ce qu'il faut, là. Les abricotiers, là, elle va se régaler. Et puis de l'eau, bien sûr, mais là aussi vous en avez. Là vous êtes dans des conditions impeccables là, pour ce ravageur. Il y a ce qu'il faut. Biotope, top. La reine, au 15 août, elle va pondre moitié ouvrière, possiblement fécondable, et moitié mâle. Donc ces futures fondatrices vont se faire féconder là, dans la deuxième partie de l'été, le début de l'automne. Et c'est elles donc, qui vont se mettre en hibernation. Alors elles ne sont pas toutes fécondées ou bien fécondées, mais il en reste suffisamment pour créer ce gros problème. Nous, on a déjà 13 années d'infestation, quoi. Alors, le problème de rechercher les nids, ce que j'ai pu constater, moi, c'est que vous avez une plaine, puis après, vous avez de la forêt autour, vous avez plein d'endroits que je suppose vous ne fréquentez pas au printemps, en été, des pentes comme ça. Ça, c'est propice pour l'installation d'un nid. Ce que l'on sait, c'est qu'on ne les trouve pas, les nids. On en trouve très peu. On en trouve 1 sur 5. C'est les scientifiques qui nous disent ça. Et on l'a constaté, quoi. Chercher les nids primaires, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans nos statistiques, là, on trouve 25 nids primaires, on trouve 400 nids secondaires. Vous voyez, on peut les chercher, mais on ne les trouve pas. Tandis qu'en faisant ce piégeage en amont, on n'a pas à chercher, c'est la fondatrice qui vient s'alimenter. Alors, est-ce qu'elle ira s'alimenter à votre piège ou est-ce qu'elle préférera les abricotiers ou d'autres fruitiers? Ça, je ne sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle aura besoin d'un abri, quoi. Mais ce que je sais, c'est que dans nos pièges, on rencontre très très peu d'abeilles. Pratiquement pas. Donc, dans la Bavetopharma, c'est moitié sève de plante et moitié éthanol, qui est un répulsif pour les abeilles. Donc peut-être modifier l'appât. Il y a un appât qui marche bien, c'est 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop de fruits rouges.
On l'a affiné, maintenant on met un quart de bière brune, un demi de vin rouge, parce qu'il exhale beaucoup plus, et c'est un répulsif, et un quart de sirop de fruits rouges, cassis grenadine, quoi. Mais risque sanitaire, là je ne peux pas trop vous commenter ça, parce que j'ai pas beaucoup de données là-dessus. Nous, ce qu'on constate, c'est un piège au printemps, on n'a pratiquement pas d'abeilles dedans. Donc, Charlie, tu l'as vu pendant 3 ans, là, chez nous, on ne voit pas d'abeilles dedans. Alors, est-ce que c'est une situation où il y avait une colonie sauvage ou un rucher, et est-ce qu'il n'y avait rien à manger cette fois-là? Je ne sais pas, là, je ne peux pas vous répondre. Monsieur, oui. Dans le piégeage testé, donc je parle en cas vraiment d'infestation, vous ne parlez pas de harpe. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système de piégeage? Alors, il y a plein d'accessoires après dans le rucher. La harpe, c'est bien pour l'apiculture de loisirs, vous avez 10-15 ruches, ça marche très bien. C'est très efficace. Bon, ça c'est pour l'apiculteur, hein, ça vaut 100, 120, 150 euros. Il faut ou la batterie ou le capteur solaire, tout ça. Et il faut savoir que le frelon, quand il traverse la harpe, il est seulement groggy, il n'est pas tué. Donc on met en dessous de la harpe un récipient, on met de l'eau pour qu'il se noie en plus quand il est groggy, quoi. Mais enfin voilà, non, ça marche bien. Il y a aussi les muselières. Ça marche pas trop mal, mais la muselière repousse le problème. Le frelon, il sera toujours là. Au lieu de prendre les abeilles devant la ruche, il les prendra sur le lierre ou sur les tilleuls, etc., quoi. Il y a pas mal d'équipements. Il y en a qui mettent carrément des tentes autour des ruches, enfin voilà, quoi. Mais c'est repousser le problème. L'intérêt de piéger dans les ruchers, c'est que nos ruches, c'est un garde-manger assez ouvert, hein, c'est open bar. L'intérêt de beaucoup piéger, c'est d'empêcher l'expansion du nid. Plus on piège d'ouvrières, vous comprendrez que moins il y en aura qui nous nourriront les larves, donc on évitera d'avoir des nids énormes. On met 20 ruches, on met 20 pièges. Plus vous mettez de pièges, plus vous prenez de fondatrices. Et vous regarderez dans un rucher, il y a toujours une extrémité qui marche mieux que les autres. Et les frelons, ils savent très, très vite détecter les ruches faibles, celles qui vont anéantir. Donc, je répète, les pièges très bas, c'est au niveau du plancher, c'est là qu'ils tournent. Vous les mettez là où vous les voyez, tout simplement. Monsieur, oui. Est-ce que visuellement, c'est vraiment clair la différence entre une ouvrière et une fondatrice? Non. Il faudrait les disséquer au microscope pour faire la différence. Dans le nid, vous avez des galettes d'alvéoles. Les alvéoles du centre sont plus grosses que les alvéoles d'extérieur. Donc la taille du frelon, elle peut être du simple au double. Et on voit de plus en plus, surtout dans les nids où on empêche le développement, on voit beaucoup plus de petits frelons. Et sur la photo au début, là, vous avez vu les grilles vertes là, qui sont censées empêcher les frelons. Erreur. C'est totalement contre-productif. Parce que le frelon, il va arriver très tôt le matin, il va se poser sur la planche de vol, et il va bloquer la sortie des abeilles. Et 2022, on a vu des colonies bloquées 5 mois. Les abeilles ne pouvaient pas sortir. Il faut que la colonie soit suffisamment forte pour se mettre en défense, et à partir de là, qu'il y a des abeilles devant, là, une boule, prête à l'attaque, le frelon ne va pas aller se poser. Donc il ne prélèvera que les butineuses qui vont en retour de vol. 70% c'est les butineuses qui reviennent qu'il prélève. Et 30% c'est les abeilles qui tournent autour des ruches, quoi. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, la grille verte, elle marche souvent avec les plateaux Nico, les plateaux plastiques. Il faut que le plateau plastique soit bien horizontal. S'il y a 1 millimètre de décalage dans un bout, etc., les petits frelons, ils passent. Et dès qu'il y en a un qui passe, c'est la meute qui suit. On retrouve alors les abeilles en tuent, hein, bien sûr, on en retrouve dans les ruches, mais on retrouve aussi la colonie qui est morte, quoi. Donc, voilà. Alors, 2 stratégies, une stratégie dans les ruchers et une stratégie de prévention en amont, en piégeant un maximum de fondatrices. Ce qu'on a constaté en 2 ans, c'est qu'on leur a mis un bon coup, et comme je vous disais, que nos colonies à l'automne ont pu travailler.
des apiculteurs m'ont dit, moi j'ai vu 2 frelons à l'automne, dans tout l'automne, quoi. Et ils étaient tranquilles. Mais vous voyez, il y a du monde, hein. On a à peu près 7000 piégeurs sur le terrain. On a des remontées d'informations. Cette année, on a 45 communes qui rejoignent le dispositif. On va passer les 200 communes, c'est-à-dire qu'on sera aux 2/3 du département. Et on en parle, et les télés viennent nous voir, parce qu'il n'y a que 2 départements en France qui font ça. Et en Bretagne, bon, on a 4 départements. Dans le Morbihan et dans l'Ille-et-Vilaine, ça n'a pas été piégé. Ça a été une catastrophe à l'automne. On a des professionnels qui ont perdu des ruchers de 25 ruches entiers. Et alors, vous ne connaissez pas ce problème, mais je peux vous dire que vous êtes apiculteur, vous travaillez derrière votre ruche, puis devant, vous voyez les abeilles se faire massacrer, c'est un petit peu dur quand même. On aimerait que ça soit plus confort. Madame, oui. Le frelon asiatique, il vient donc d'Asie. Oui. Et donc ils ont un recul dans les pays d'Asie pour lutter face à cette invasion. Comment ils ont fait? Alors, ils vivent avec. Il y a un autre frelon encore plus gros qui est un peu le prédateur de ce frelon, qui est arrivé aux États-Unis, là. Donc, on garde l'espoir. Hein. Le mandarina. Et Apis cerana, cette abeille qui sait se défendre du frelon, il faut savoir quand même qu'il y a 30% des colonies chaque année qui disparaissent. C'est quand même pas indolore.